Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. C'est le premier webinaire d'une nouvelle série qu'on travaille donc en collaboration avec des utilisateurs de nos capteurs. Pour ce premier webinaire, donc je suis avec Thio Ingénierie pour vous présenter la conception d'une nouvelle génération de lanceurs à combustion en utilisant des capteurs de pression PCB Piezotronics. On va faire un très rapide tour de table. Pour ceux qui ont l'habitude de nos webinaires, je suis Maïwen Courbeau, responsable marketing et digital chez PCB Piezotronics. Je suis accompagnée aujourd'hui de Luc Mijon, qui est ingénieur d'application chez PCB Piezotronics, qui présentera la partie technique autour des capteurs utilisés, de la chaîne de mesure utilisée. Bonjour à tous. Et du côté client, donc je suis accompagnée de Monsieur Paul Deconinck, qui est responsable R&D chez Thio Ingénierie. Bonjour. Et de Monsieur Frédéric Paco, qui est ingénieur de développement spécialiste combustion, également chez Thio Ingénierie. Et bonjour. Alors, vous pouvez tout au long du webinaire poser des questions sur le chat. On répondra aux questions à la fin du webinaire. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, mais on attendra la fin pour poser les questions pour des raisons de timing, d'organisation. On va commencer très rapidement par une brève présentation de chacune des deux entreprises, donc PCB puis Thio, et ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Très rapidement, puisque la majorité ici connaît déjà l'entreprise, donc PCB Piezotronics, c'est à la base une entreprise familiale qui a été fondée en 1967 aux États-Unis à Buffalo, avec la particularité donc de développer, de fabriquer dans ses propres usines toutes les solutions de mesure de grandeur physique. La R&D, les usines, on est propriétaire de tout. PCB Piezotronics SA en France, qu'on représente, est la filiale française qui distribue les produits PCB US. On a été créé en 2000, on a une vingtaine de salariés et un chiffre d'affaires d'environ 9 millions d'euros l'an dernier. On a 3 technologies. Donc historiquement, PCB a démarré sur la technologie piézoélectrique. C'était vraiment le fondement de l'entreprise. Il y a 2 ans, PCB a racheté la marque Endefco, excusez-moi, pour récupérer la technologie MEMS en propriétaire également, avec les usines MEMS. Donc technologie MEMS piézo-résistive, technologie MEMS capacitive. Et du coup, au fil des années, finalement, PCB s'est agrandi. Je vous ai déjà parlé du rachat d'Endefco. On a aussi The Modal Shop, qui est la marque qui vend toute la partie système d'étalonnage, pots vibrants, système de détection acoustique. IMI Sensor, qui est la partie industrielle de nos capteurs, donc tous les capteurs durcis qui sont faits vraiment pour les environnements industriels durs. Et Larson Davis pour la partie plus acoustique, sonomètre, dosimètre, vibromètre, etc. Voilà pour ce bref tour de PCB, et je vais laisser la parole maintenant à Thio Ingénierie pour la présentation de leur entreprise. Oui, merci. Donc, Thio Ingénierie, on est une petite PME située dans le Lot. On est expert en dynamique des matériaux et en physique des chocs. Donc, notre société a été créée en 1988. Historiquement, on conçoit et on fabrique des machines spéciales, et spécifiquement ce qu'on appelle des lanceurs de laboratoire et tout ce qui touche un peu à la dynamique des matériaux. Donc ça, c'était en 1988. C'est une activité qu'on continue encore à ce jour. Et en 2008, on a ressenti le besoin de proposer de la prestation d'essai. Donc on a créé notre propre laboratoire qui est équipé avec un certain nombre de lanceurs de laboratoire, etc., qui nous permettent de faire des essais d'impact et de caractérisation de matériaux pour tout industriel ou universitaire français ou dans le monde. Et depuis 2013, on a créé une entité recherche et développement qui participe à des projets collaboratifs autour du comportement dynamique des matériaux, mais qui est également capable de proposer des prestations d'expertise en comportement des matériaux, à la fois sur des aspects expérimentaux et des aspects numériques. Donc on est une entreprise qui est 100% privée, 100% française, chiffre d'affaires de 4 millions d'euros sur le dernier exercice qui a été un peu affecté par le Covid. Et à l'heure actuelle, on est 37 collaborateurs et en forte croissance. Donc, je vous ai parlé de nos 2 secteurs d'activité, donc la fourniture d'équipements dynamiques rapides. Donc voilà, notre cœur de métier, c'est vraiment de fabriquer des lanceurs de laboratoire, qu'ils soient à gaz ou à poudre, donc on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Des barres Dawkinson, qui sont des moyens d'essai qui permettent de caractériser le comportement dynamique des matériaux. Des générateurs d'accélération qui, eux, permettent de reproduire des profils d'accélération qui peuvent être représentatifs, par exemple
d'un missile qui perfore une dalle en béton ou de ce que subirait une munition intelligente au départ de coups canon, par exemple, des choses comme ça. Des chambres de détonation, donc ça c'est une grosse activité également. On conçoit et on fabrique des chambres de détonation qui peuvent être utilisées à des fins de R&D pour faire du développement de produits pyrotechniques, par exemple, ou alors des grosses chambres de combustion qui permettent de détruire des munitions. Donc la plus grosse qu'on ait fabriquée, elle permet de détruire des munitions avec une capacité de tenue cyclée à une explosion de 60 kg d'équivalent TNT. Et une activité qui est un peu à la marge de tout ça, c'est des équipements haute pression. On a développé des technos qui permettent d'augmenter la durée de vie des tubes de char, par exemple. Donc ça, c'est vraiment pour la partie fabrication, conception de moyens d'essai. Et l'autre activité qui est le laboratoire de physique des chocs, qui comprend à la fois la partie laboratoire et la partie expertise, pour lequel on est capable de proposer des essais d'impact. Ça peut aller de quelques mètres par seconde pour reproduire divers crashs, jusqu'à des vitesses de plusieurs milliers de mètres par seconde pour reproduire des impacts de débris spatiaux, par exemple. Donc là, on vient intéresser à la fois la défense et le spatial pour ces applications. On a équipé aussi notre propre générateur d'accélération. Et on a des moyens, des outils à la fois numériques et expérimentaux qui nous permettent d'investiguer le comportement dynamique des matériaux. Et donc, quand je vous parlais de numérique, voilà, ça nous permet de modéliser et de réaliser des calculs en dynamique rapide. Ces calculs couplés avec l'expérience nous permettent de proposer d'expertise de phénomènes hautement dynamiques que peuvent rencontrer nos clients, par exemple. Si on s'intéresse maintenant au contexte de ce webinaire, donc le contexte, la problématique, c'est que, alors je vous ai parlé tout à l'heure de lanceurs à poudre, donc c'est des produits qu'on fabrique et qu'on vend partout dans le monde. Oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on est vraiment présent partout dans le monde sur cette fourniture de moyens d'essai, et on équipe les plus grands labos internationaux, que ce soit des labos étatiques ou universitaires. Il y a un certain nombre de contraintes qui est lié à l'utilisation de la poudre, qui est un produit pyrotechnique. Et donc, on cherche à essayer de développer une nouvelle technologie qui va nous permettre de générer la même quantité d'énergie en utilisant un combustible alternatif. Et l'objectif, bien sûr, c'est de minimiser l'impact environnemental que peuvent avoir ces lanceurs à poudre et essayer de s'affranchir des contraintes réglementaires liées à l'utilisation des produits pyro. Et donc, ce nouveau moyen d'essai qu'on va vous présenter aujourd'hui, il s'appuie principalement sur l'utilisation uniquement de la combustion de gaz. Qui dit combustion dit pression, et on va devoir s'appuyer du coup sur des mesures de pression fiables via des capteurs de pression piézoélectriques que propose PCB et qu'on vous détaillera un peu plus tard. Si on fait une brève présentation des technologies de lanceurs, donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un lanceur, pour qu'il soit performant, c'est-à-dire pour qu'il ait des vitesses très, très rapides, il faut qu'on soit capable d'utiliser un gaz qui soit à la fois léger et chaud. Donc la principale techno qui est utilisée, c'est les lanceurs simple étage. Donc c'est un peu vulgairement une carabine à air comprimé quand on a un réservoir, une vanne qui s'ouvre très rapidement et la descente du gaz met en vitesse le projectile. On utilise des gaz à température ambiante, donc un gaz, on va dire, froid, mais en fonction du gaz qu'on utilise, l'air ou l'hélium, plus on va utiliser un gaz léger, plus on va être capable de monter en vitesse. C'est comme ça qu'on atteint des vitesses de 1200 mètres par seconde en utilisant l'hélium. Et avec ce gaz qui est très léger, on est limité du coup par sa vitesse de détente de gaz qui est bridée par la température de ce gaz. Donc une des solutions pour aller plus vite, c'est de chauffer le gaz. Donc il y a une techno qui est le lanceur à poudre. On va créer des produits de combustion qui vont être chauds, liés à la combustion de la poudre. Le problème, c'est que ce sont des gaz assez lourds, mais chauds. Et du coup, ça permet de gagner en vitesse, mais on est quand même assez limité au-delà de 2800 mètres par seconde. Et si on veut aller encore plus vite, on utilise des lanceurs à gaz dits double étage. Donc en fait, l'idée, c'est d'augmenter la vitesse de détente des gaz en le chauffant très rapidement et en augmentant également sa pression très rapidement. Donc on utilise un premier étage qui est en fait un petit lanceur qui vient comprimer un premier étage de gaz. Sous l'effet de cette compression, la pression et la température de ce gaz vont fortement augmenter. Et donc on aura ce gaz qui est léger à la base et très chaud, qui va pouvoir se détendre à des vitesses qui sont très rapides. C'est comme ça qu'on peut atteindre des vitesses de plusieurs milliers de mètres par seconde. Si on fait un bref
récapitulatif des avantages et des inconvénients de chacune des méthodes. Le lanceur simple étage à gaz, il est assez facile d'utilisation, il permet d'avoir des cadences de tir qui sont intéressantes. On peut faire plusieurs tirs par jour sans problème. Le coût est assez modéré, mais on est quand même assez limité en vitesse. Le lanceur à poudre, il permet d'atteindre des vitesses plus élevées. On est sur des coûts encore modérés. Les cadences de tir sont quand même bien plus faibles. Sur certains lanceurs, on peut faire un tir par jour, mais sur des lanceurs un peu plus gros, on peut faire un tir que peut-être toutes les 1 à 2 semaines. Voilà. Ça dépend du calibre du moyen d'essai. Et bien sûr, les plus grosses contraintes, c'est le nettoyage et les règles de sécurité qui sont liées à l'utilisation de cette poudre pyrotechnique. Les lanceurs double étage, alors eux, en effet, ils permettent d'atteindre des vitesses plus élevées. En termes de manutention et nettoyage, ça reste acceptable. Et on a des faibles cadences de tir pour les très gros lanceurs, mais sur des lanceurs, on va dire, standard double étage, on arrive à faire 1 ou 2 tirs par jour tout de même. Et ce sont des essais qui sont toutefois assez coûteux. Voilà. Donc l'idée de ce nouveau moyen d'essai, c'est de générer un nouveau moyen d'essai qui va se substituer au lanceur à poudre. Et le principe, c'est qu'on utilise l'expansion d'un gaz léger et chaud pour pouvoir aller vite. Et on va essayer de faire en sorte qu'il ne se produise pas de produits pas très bons pour l'environnement, et si possible seulement de l'eau. Avec l'objectif du coup qu'il ait des performances au moins aussi bonnes qu'un lanceur à poudre, en essayant de s'affranchir des contraintes de ce lanceur. C'est-à-dire que un des problèmes aussi des lanceurs à poudre, c'est qu'ils ont une durée de vie qui est assez limitée parce que voilà, on a des gaz qui sont très, très corrosifs pour l'intérieur du lanceur. Et donc si on utilise cette nouvelle techno, on va pouvoir fortement augmenter la durée de vie du moyen. L'objectif également, c'est d'avoir une cadence de tir qui soit, si possible, aussi élevée qu'un lanceur simple étage, pour vraiment avoir un avantage par rapport à un lanceur à poudre. Et du coup, maintenant, c'est un entretien faible, ça doit être ça. Et donc, le développement de ce moyen d'essai, puisqu'on utilise de la combustion de gaz, et donc, quelque part, on va avoir une partie de ce lanceur qui va avoir des pressions dynamiques assez élevées. Et on a une nécessité de maîtriser ces risques liés à la pression. Et pour cela, on a proposé une méthode qu'on appelle multidisciplinaire, qui est une méthode qu'on a l'habitude de promouvoir chez TIA Ingénierie, qui est vraiment avoir recours à la fois aux essais et à la simulation numérique. Donc, bien sûr, en préambule de ce développement, on a fait une grosse étude bibliographique. On a regardé, voilà, il y a des gens qui ont déjà essayé un peu cette techno il y a quelques années, et ils ont arrêté cette techno parce qu'ils ont eu un certain nombre de problèmes. L'idée, ça a été d'essayer d'intellectualiser tout ce qui a été fait par le passé et de voir comment on pouvait faire les choses le plus intelligemment possible. Et tout ça en ayant recours à la fois aux essais et à la simulation numérique, et si possible faire des allers-retours entre les deux, la simulation numérique pour faire un premier prédimensionnement, et des essais qui permettront au fur et à mesure pouvoir avoir un modèle numérique qui soit de plus en plus fiable et qui nous permette d'itérer numériquement pour pouvoir optimiser les performances de ce moyen d'essai. Et bien sûr, pour pouvoir corréler les deux, une des grandeurs qui est le plus important à laquelle il est le plus important d'avoir accès, c'est la mesure de pression qui vraiment va pouvoir nous donner le plus d'informations possibles sur les performances de ce moyen d'essai. Et c'est ce que va vous présenter mon collègue Frédéric tout de suite. Il vous manque votre micro. Je sais pas quoi. Frédéric, on ne vous entend pas. Petit problème technique. Alors, on attend que Frédéric retrouve le son. Toujours pas. Bon, allez. Ouais, j'utilise celui de Paul. Tout le monde m'entend? Oui, c'est bon. Ok. Parfait.
Impeccable. Donc, je disais que je prenais le relais de Paul pour vous présenter un peu comment s'articule la mesure de pression et puis notre approche simulation, essai, donc pour le développement d'H3G, et donc avec une première planche sur le principe rapidement du lanceur H3G. Tout le monde connaît au moins intuitivement le principe d'un canon. Il s'agit de pacter de l'énergie derrière un projectile pour le pousser dans un tube de lancement. Alors, beaucoup d'énergie souvent, mais en tout cas suffisamment d'énergie pour pousser le projectile à la vitesse qu'on veut. Et donc, un lanceur, c'est tout simplement un convertisseur d'énergie interne du gaz, c'est-à-dire de la pression pour ce qui nous intéresse, en énergie cinétique du projectile. Et en particulier, le lanceur H3G, c'est un lanceur qui utilise la combustion d'un mélange hydrogéné pour générer des gaz de combustion à la fois légers et chauds. Et donc, pour un petit peu mieux illustrer ce principe-là, une petite vidéo d'une chaîne YouTube que certains d'entre vous peuvent connaître si vous traînez beaucoup sur YouTube, de la chaîne Smarter Everyday, qui a réalisé un patator transparent. Je ne sais pas si on peut avoir la vidéo. Eh ben, j'ai moi aussi un petit souci technique, je n'arrive pas à la retrouver. C'est normal, ça vole en escadrille. Et donc ce YouTuber a réalisé un patator, c'est-à-dire un canon donc en plexiglas transparent, donc qui fonctionne à pression atmosphérique, contrairement à H3G qui a plusieurs centaines de bars de chargement. Mais sur le principe, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on charge quelque chose, un mélange combustible, un propulsif, qui va servir à pousser tout simplement le projectile dans le tube de lancement. Impeccable. Voilà. Même avec le son. Et donc en vidéo lente, c'est sur le principe exactement ce qui se passe dans un H3G. Donc on a la combustion qui va venir pousser le projectile par détente des gaz de combustion. Donc voilà pour le principe. Alors maintenant, quel est l'intérêt de la mesure de pression dynamique en fait dans un engin pareil? Ça peut paraître trivial, mais il y a un petit nombre de raisons fondamentales qui font qu'on ne peut pas se passer de la mesure de pression dynamique dans un lanceur. Et la première d'entre elles, c'est que la pression, c'est vraiment le paramètre clé du lanceur, à la fois pour la sûreté de fonctionnement et la performance du lanceur. La performance d'abord, parce que évidemment, c'est la pression qui pousse, et c'est la pression qui va faire charnière, qui va faire la transmission entre l'énergie d'un côté qu'on investit dans le tir, dans le lanceur, donc c'est-à-dire soit le gaz pressurisé s'il est inerte, soit la pression du gaz initial plus la pression générée par la combustion si le gaz est réactif, comme c'est le cas dans H3G, et qui va faire le lien donc avec l'énergie qu'on va retirer du lanceur, c'est-à-dire l'énergie cinétique du projectile en sortie. Donc ça, c'est la première raison. Donc pour la partie performance et pour la partie sûreté, c'est aussi la pression qui est importante, puisque c'est la pression qui va, si elle est trop élevée, provoquer des casses mécaniques. Donc c'est vraiment le paramètre clé du lanceur. Première raison pour laquelle on ne peut pas se passer de la mesure de pression. La deuxième raison, c'est parce que la pression, c'est l'un des deux effets complémentaires. L'effet de pression, c'est l'un des deux effets complémentaires de l'énergie libérée, en fait, de la libération d'énergie, avec l'effet de volume-vitesse. Thermodynamiquement, c'est équivalent. Hein. Si vous ne vous rappelez pas, si V, c'est volume-vitesse, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle l'effet de souffle, généralement. Et l'effet P, l'effet de pression, c'est plutôt ce que dans certains domaines, on appelle l'effet brisant. L'effet de pression, c'est l'effet intensif, c'est-à-dire que l'énergie, quand elle est libérée, mais qu'elle ne provoque pas d'effet de volume ou de vitesse, eh bien, elle se concentre dans le volume. Et une concentration d'énergie dans un volume, eh bien, c'est ce qu'on appelle une pression. Et le pendant de ça, c'est que si l'énergie ne se concentre pas, eh bien, c'est qu'elle se disperse, c'est qu'elle s'étale. Et dans beaucoup de transformations, et dans un lanceur en particulier, ça prend la forme d'une prise de volume du gaz ou d'une mise en vitesse, ce qui est, encore une fois, dans un lanceur rigoureusement équivalent. Alors, je pense qu'il est quand même utile de prendre 30 secondes pour
pour peut-être éviter des étouffements parmi ceux qui ont un certain niveau en thermodynamique à la vue de l'équation E égale P plus V. On parle bien d'effet de pression, d'effet de volume. Et ça, cette équation-là, elle est juste pratique pour comprendre. C'est issu des équations de la balistique, mais c'est quand même nettement moins imbuvable. Et la troisième raison pour laquelle donc il est impératif en fait de mesurer la pression, c'est parce que ça permet d'identifier ce qui se passe dans la chambre de combustion. C'est pas une connaissance grand public, mais le même volume du même gaz peut brûler de 4 grandes façons différentes, selon la vitesse à laquelle ça se passe, selon la configuration dans laquelle ça se passe, les paramètres d'allumage, enfin un tas de choses. Parmi ces configurations-là, parmi ces régimes de combustion-là, il y en a donc un qui est très pratique à gauche, c'est le régime d'explosion. C'est généralement quand ça se passe de manière très rapide, en masse ou à volume constant. C'est le régime qu'on utilise dans ce qui s'appelle une bombe manométrique ou une enceinte manométrique, c'est-à-dire une enceinte fermée dans laquelle on va venir faire brûler un propulsif. Et puisqu'il n'y a pas d'effet de volume, puisque cette enceinte est fermée, il nous suffit, entre guillemets, de mesurer la pression pour avoir une très bonne idée de l'énergie qu'a libéré le propulsif, puisque tout passe sous la forme d'effet de pression. À l'exact inverse, tout à droite, vous avez le régime de flamme ou de combustion dont on parle régulièrement. C'est le plus courant. C'est dans une configuration complètement déconfinée, une flamme très lente. Eh bien, tout l'effet de l'énergie libérée va être un effet de prise de volume des gaz ou de mise en vitesse des gaz. Et au milieu, vous avez les deux régimes qui sont particulièrement intéressants, chacun à sa manière dans un lanceur. Vous avez le régime de détonation qu'on veut absolument éviter et le régime de déflagration qu'on cherche absolument à avoir dans un lanceur à gaz. Pourquoi? Parce que le régime de déflagration, si vous regardez les effets qu'il produit, eh bien, il produit un très fort effet de souffle et il détend le gaz, ce qui est exactement le rôle d'un lanceur. On veut produire un effet de souffle, on veut souffler le projectile hors du lanceur, tout en détendant les gaz. Donc c'est vraiment le régime de combustion qu'on cherche, c'est de la combustion soufflante, si vous voulez. Et à l'inverse, le régime de détonation, lui, on veut absolument l'éviter, puisque quand bien même le lanceur, par construction, est fait pour détendre des gaz et pousser, et souffler, le régime de détonation, une onde de détonation, elle fait localement exactement l'inverse de ce qu'on veut produire. C'est-à-dire qu'elle met un taquet de pression, et sur son passage, elle contracte les gaz. Ce qui est exactement l'inverse de ce qu'on veut faire. Donc si le front de combustion fait exactement l'inverse de ce que le lanceur est fait pour faire, ça ne peut pas bien se passer. Alors en guise d'illustration, quelques vidéos là encore, avec une première vidéo de simulation de l'intérieur d'une chambre de combustion et d'un tube, avec un projectile qui est poussé. Ce que vous voyez donc en bas en jaune, c'est la flamme déflagrante. Et puis, d'un seul coup, vous avez une transition au régime de détonation qui est très, très claire. Hein. C'est très visible. Alors que dans un autre cas, celui qui est montré maintenant, vous avez de bout en bout une déflagration, qui est le régime qu'on veut, c'est-à-dire un régime qui est soufflant, qui provoque pas de contraintes élevées sur le projectile. Et donc tout se passe de manière beaucoup plus régulière et beaucoup plus douce pour la poussée. C'est vraiment le régime qu'on veut avoir donc dans un lanceur. En guise d'illustration aussi des conséquences d'une détonation, vous avez sur la droite de l'écran une photo qui a été prise par l'université McGill, qui fait partie de ceux qui ont investigué dans cette technologie de combustion, de lanceur à combustion d'hydrogène. Et vous avez un tube avant détonation et un tube après détonation. Donc vous voyez, l'effet est assez spectaculaire. Donc c'est bien pour augmenter le diamètre des tubes, mais c'est pas très précis comme méthode. Donc on préfère le régime de déflagration. Et donc je passe la main pour la configuration expérimentale à Paul. Oui, merci Frédéric. Donc dans cette petite partie, on va vous présenter un peu la manière dont on a réalisé les essais chez nous, donc sur le prototype. Comme on vous l'a dit tout à l'heure,
Au démarrage du projet, en fait, une des craintes qu'on avait, c'était vraiment cette transition déflagration, détonation qu'on voulait absolument éviter. Donc malgré tout, on a essayé quand même de se protéger face à ce problème éventuel. Et donc on a inséré notre prototype dans une chambre de confinement qui est affichée ici sur la droite. Donc vous voyez le lanceur avec sa chambre de combustion ici et le tube de lancement. Donc là on a une petite mesure de vitesse qui nous permet d'évaluer la vitesse de bouche donc, du projectile qui sort de la bouche du lanceur. Voilà, sur les photos à gauche, on voit encore une fois la chambre de combustion et le tube de lancement. Donc ce prototype, c'est un prototype multicalibre, c'est-à-dire que on a fait la plupart des essais dans un calibre 25 mm, mais on a également un calibre en 7,62 et en 9 mm qui nous permet de faire des essais balistiques sur diverses protections, par exemple. Donc voilà une vue en coupe un peu simplifiée de la chambre de combustion. Donc la chambre de combustion, c'est ce volume interne ici. Là, ici, on a le bouchon avec la portion où on injecte les gaz. Et on a ici un piquage pour la mesure de pression. Donc l'idée de positionner ce capteur à cet endroit, c'est d'éviter qu'il soit exposé trop longtemps à un flux de gaz très chaud. Donc c'est pour ça qu'il est positionné en avant de la chambre. Par contre, son positionnement ne remet pas en cause la qualité de la mesure. Et donc, à partir de ce positionnement et de ce dimensionnement, on a évalué par simulation numérique les niveaux de température et de pression qu'on aurait besoin de mesurer, mais également les temps de montée et les temps d'application de cette pression afin de choisir au mieux le capteur de pression qui est adapté au niveau de sollicitation qu'il va avoir. Donc, les ordres de grandeur, c'est environ 2000 degrés, plusieurs milliers de bars, un temps de montée de quelques dizaines de microsecondes et un temps d'application de la pression de plusieurs millisecondes. Et donc, basé sur ce cahier des charges, on s'est tourné vers PCB qui nous a fait une proposition de capteurs. Donc, l'ensemble de la chaîne d'acquisition côté capteur est décrite ici en bleu. Donc, je ne vais pas passer de temps dessus puisqu'elle va vous être présentée par PCB. Et nous, derrière, on a mis un système d'acquisition DVSoft Sirius qui est capable d'échantillonner à 1 MHz avec une bande passante de 500 kHz. Donc, on est largement suffisant pour pouvoir faire l'acquisition des phénomènes qu'on va avoir à observer lors des essais sur ce prototype et avec le logiciel associé. Donc, du coup, je vais repasser la main à Luc qui va vous présenter un peu plus en détail l'ensemble des caractéristiques de ce capteur. Merci bien. Du coup, rebonjour à tous. Là, on va parler donc sur la partie capteur de pression. Capteur de pression PCB, dans la gamme PCB, il existe plusieurs technologies, comme l'expliquait Mayouen au début. On va se focaliser essentiellement sur la partie technologique et les avantages de la technologie piézoélectrique sur ce type d'application. Il existe d'autres visioconférences qui sont plus dédiées à cette mesure de pression en fonction des technologies où chacun des avantages ou chacune des spécificités est présentée. La partie en fait piézoélectrique, pourquoi sur cette application? On revient sur la base où on a une combustion, potentiellement donc une explosion sur ce type d'essai, où on va automatiquement avoir un système dynamique, une durée de l'événement qui sera plutôt de l'ordre de quelques millisecondes. On va avoir un mélange potentiellement de produits et d'un média qui ne sera pas forcément très très propre, ce qui n'est pas le cas dans le système H3G. Mais je parle de façon plus globale. On va finir par avoir de la haute température. Donc tous ces éléments-là vont orienter le choix vers une technologie piézoélectrique. Le système piézoélectrique, tel que vous le voyez, il est sur la partie droite, où on a en fait un capteur qui est soit en acier, soit en titane. Le capteur choisi ici, c'est un 119B12, qui est un capteur en acier. Le petit M qui est devant, c'est pour spécifier qu'on a fait un filetage métrique, là où on pourra avoir un pas impérial ou un pas métrique. Le principe est assez simple. On a un système à membrane affleurante qui va être confronté aux médias.
qui aura derrière en empilement en fait des éléments piézoélectriques qui, une fois sous contrainte, délivreront des charges. L'intérêt de cette construction, c'est que la pression va donc être transformée en effort d'écrasement et de compression sur les cristaux qui sont derrière les cristaux sensibles qui seront derrière cette membrane. Et on aura donc un signal qui sera délivré sous forme de charge, en picocoulomb, vers soit un circuit qui pourrait être derrière, soit dans ce cas-là, une électronique qui est à distance. L'intérêt de cette construction, c'est qu'on rajoute aussi, dans le cas des phénomènes explosifs sur ces capteurs-là, un système de compensation en accélération, puisqu'on peut avoir en combinaison de ces explosions, je dirais, voilà, ça a été détaillé qu'il existe plusieurs types de réactions associées à une combustion de gaz. Je vais être plus global en parlant d'explosion. On pourrait avoir un phénomène d'accélération aussi de tout le système, du capteur et de l'ensemble. On va avoir une deuxième partie à l'arrière de l'élément sensible, pression, qui sera uniquement soumise à l'accélération qu'aura subi le capteur. Donc on va être capable de dissocier la partie purement pression du mix pression et accélération. L'intérêt aussi du capteur piézoélectrique, c'est que le quartz, c'est de très très grande raideur. Donc on aura une fréquence de résonance de l'élément sensible qui sera élevée. Là on parle sur ce modèle d'une fréquence de résonance supérieure à 400 kHz. On est capable d'avoir du coup des temps de montée de l'élément sensible très réduits. On est inférieur à la microseconde. On peut aussi avoir une capacité de mesure en étendue de mesure, cette fois-ci de l'élément sensible. Sur celui-ci, on est à plus de 8000 bars. Donc, dans des cas d'explosion, on sera capable de mesurer des phénomènes très importants sans risquer en fait une surcharge ou un capteur endommagé. Le piézoélectrique aussi a des propriétés très stables en température. Donc, il sera parfait pour affronter justement une température très importante sur des temps très courts. Après, forcément, en fonction de son assemblage, ce sera peut-être pas permanent. Mais l'objectif en fait de ce type d'essai, c'est que ce soit juste des pics de température. On a présenté aussi en exemple, parce que ce type de matériel-là est adapté à des phénomènes similaires au niveau munitions ou cartouches. PCB, dans son offre, a aussi des petits systèmes qui ont été prévus sous le même principe de phénomène dynamique, qui va impliquer une explosion de la haute température et quelque chose très rapide, un système par exemple de test de cartouche. Il est montré en profilé. Le capteur était même destiné cette fois-ci non plus à être légèrement en retrait pour le protéger. Il avait une membrane qui était de forme arrondie et un système de détrompage pour pouvoir être affleurant, puisque en étant affleurant, on réduit toute la partie volume mort et on améliore la réponse dynamique en réponse du phénomène à mesurer. Voilà, donc on a des fronts de montée qui sont vraiment très très faibles, ce qui permet de réagir au plus vite au niveau du phénomène à mesurer. Si j'enchaîne sur la partie capteurs et caractérisation des capteurs, puisque ce sont des capteurs qui vont mesurer des phénomènes très très courts, les moyens qui sont utilisés pour les caractériser ou définir leurs propriétés métrologiques et dynamiques, mécaniques de leurs éléments, on est obligé d'avoir des bancs adaptés pour pouvoir justement permettre d'isoler chacune de ces propriétés. Là, le premier qui est mis en exemple, c'est un système qu'on appelle par palier de pression, où on aura un gros volume qui sera à forte pression, séparé par ce qu'on appelle un dispositif à ouverture rapide, d'un tout petit volume, et lui qui recueillera en fait le capteur à tester. Le système à ouverture rapide va permettre que le tout petit volume, négligeable par rapport au gros volume, va être soumis à un palier de pression de façon quasi instantanée. Et cette bascule de la première pression P0 à la pression P1 va permettre de caractériser le temps de montée du capteur
et éventuellement une résonance si le capteur en a une qui soit exploitable. Donc voilà, ça c'est le système par palier. On a d'autres types d'essais, là plutôt dédiés dans le cas de gauche à une caractérisation cette fois-ci en linéarité et pas en temps de réponse, où le banc cette fois-ci va ressembler en fait à un volume d'huile qui sera en bas d'une tour de chute, où on aura mis un capteur à tester et un capteur de référence étalon, un système marteau-enclume, où on va faire le lâcher d'une masse dans ce tube et qui va venir percuter le piston et compresser le volume qui sera d'huile, donc incompressible, et faire en fait une pulsion de pression qui sera mesurée par les deux capteurs, et on va pouvoir déduire la propriété de linéarité et de réponse du capteur à tester par rapport à la référence. Le système qui est à droite, donc avec ce tube qu'on voit ici, on va avoir en fait une séparation de deux volumes. Un volume qui sera mis sous pression, qui sera séparé par, on va dire, un opercule fusible d'un autre volume qui, lui, sera de pression beaucoup plus basse. Lorsqu'on va arriver à la pression d'éclatement de l'opercule, on va propager dans la deuxième partie, donc ce sera la partie droite du tube, une onde de pression unique qui va donc être détectée, si vous regardez sur la droite cette fois-ci du banc, par un système qui va voir le passage de cette onde de pression qui se sera propagée et les capteurs de pression attestés qui seront mis cette fois-ci en extrémité du tube et qui vont voir ce phénomène arriver. On va avoir la détection du passage et la réponse du capteur pour mesurer justement sa capacité dynamique de passer de l'état 0 à l'état 1, mais d'une façon différente aux précédentes. Tous ces objectifs donc automatiquement sont liés à des valeurs de pression plus ou moins importantes, sont liés à des mises en situation qui seront différentes, et par ces alternatives possibles, on va être capable de soit aller chercher la valeur qui nous intéresse ou mettre le capteur dans une situation de caractérisation identique ou proche de celle qui sera associée à l'essai derrière le besoin. Cette fois-ci, derrière le besoin client. Notre objectif, toujours, est de présenter un capteur adapté à l'application du client. Là, ce que je vous présente du coup au niveau des pages, ce sont typiquement des relevés qui sont issus de ces bancs, permettant de tirer des données capteurs, les informations métrologiques et les caractéristiques, les propriétés dynamiques de chacun de ces capteurs. La partie droite, en fait, c'est un essai où on va chercher à mesurer la fréquence de résonance du capteur. C'est pour ça qu'on a l'analyse des différents pics qui vont nous permettre de déterminer sa résonance, en sachant très bien que dans des phénomènes dynamiques, on va avoir cette capacité à mesurer sur un certain spectre mécanique, un certain spectre mécanique en fonction des propriétés propres du capteur utilisé lors des essais. La partie intermédiaire, c'est donc la réponse en linéaire de la déformation mécanique de l'élément sensible. Et la partie droite, c'est un système, donc cette fois-ci par palier, donc au niveau du tube de pression, où on va déterminer en fait, le passage au niveau de l'onde réfléchie entre le 0 à 1, au moment où l'onde de pression vient impacter l'extrémité du tube. Et on va déterminer donc ce fameux front de montée, qui est aussi l'une des propriétés pour tous les phénomènes dynamiques qu'on va chercher à mesurer. Brièvement, au niveau de l'électronique qui est derrière, le choix est tout aussi important au niveau du conditionnement du capteur, puisque que ce soit ici présenté le convertisseur de charge en ligne associé à ce capteur de pression ou le conditionneur, cette fois-ci de l'électronique IEPE, du système IEPE-ICP réalisé par l'association capteur et convertisseur de charge. L'objectif, c'est de travailler avec l'électronique qui va le moins impacter
la réponse électrique du capteur. C'est-à-dire que le capteur qui était donné pour un phénomène à quelques dizaines de kilohertz, on va le chercher à avoir 5 ou 10 fois ses capacités en fréquence de réponse. L'électronique, elle aussi, va être choisie de telle sorte à être au moins au-delà des capacités du capteur ou du phénomène qu'on va vouloir mesurer. Donc c'est pour ça qu'on a une électronique qui a une bande en fréquence basse jusqu'à 100 kHz et un conditionneur derrière qui lui va s'assurer de l'alimentation et de la transmission des données sans avoir une réponse en fréquence qui limiterait le système mécanique ou au moins le test qu'on souhaite faire. J'ai fini sur la présentation de ces appareils. Encore une fois, l'objectif, c'est de répondre à l'application sans la perturber. Et je repasse la main. Merci Luc. Et donc si tout le monde m'entend, je passe à la partie où on répond à comment est-ce qu'on a exploité ce matériel de mesure, en particulier dans la mise au point du banc H3G. Donc d'abord par une approche couplée, hein, encore une fois, comme vous a présenté Paul, tout ça s'est inscrit dans une approche itérative, qui couple très largement des simulations numériques, des essais sur le prototype, et puis de l'expertise qu'on commence à développer sur cette technologie. Donc on a fait plus d'une centaine de tirs sur un éventail assez large de configurations, et encore plus de simulations derrière, avec la quête de la recherche, évidemment, des paramètres initiaux, des conditions initiales qui soient les plus propices à la mise en mouvement du projectile tel qu'on la veut. Donc tout ça a été un processus très graduel et très itératif jusqu'à obtenir des choses satisfaisantes aujourd'hui. Donc voilà un peu comment ça s'inscrit dans notre méthode. Et la première chose qu'on a fait, évidemment, c'est de valider nos modèles numériques derrière pour essayer de prévoir, sans avoir à faire d'essais, et voir ce que ça donne, la dynamique de la combustion, la cinétique. Vous avez là, par exemple, un exemple d'une courbe expérimentale versus une simulation en rouge. Et donc ça nous permet évidemment de valider à la fois nos méthodes numériques, nos modèles physiques, pour être capable de reproduire ce qui se passe expérimentalement. Donc c'est aux pressions où on travaille, la dynamique de flamme est assez compliquée à prévoir. Et donc c'est important de faire ce processus de validation pour qu'on soit assuré de ne pas avoir de grosses surprises dans le mauvais sens du terme. Les grosses surprises, c'est aussi ce qu'on a essayé d'éviter par la simulation. Vous voyez là, par exemple, deux courbes qui partent en fait de configurations quasiment similaires. Mais l'une des courbes, la verte, reste en régime déflagrant, rapide mais déflagrant, et l'autre transite à la détonation. Donc c'est typiquement le genre de scénario qu'on préfère éviter. Alors là, ça transitionne sur la fin de la montée en pression. Mais ce genre de scénario, la simulation nous est très précieuse pour les prévoir et les éviter d'en avoir trop dans nos démonstrateurs. Donc deuxième chose que nous a permis la mesure de pression des capteurs PCB, et la dernière, non des moindres, c'est que ça nous a permis aussi de revenir un petit peu à la table de dessin et d'optimiser le lanceur de manière à optimiser la combustion à l'intérieur de la chambre. C'est-à-dire que vous avez là, par exemple, un exemple de deux courbes de montée en pression dans la chambre, donc mesurées par le capteur PCB. La courbe en rouge, vous voyez qu'elle est c'est une montée en pression relativement rapide au début, mais assez constante, et qui développe sa pression relativement tard. C'est-à-dire que le projectile est déjà assez loin dans le tube quand le maximum de pression en chambre est atteint. Ce n'est pas les conditions idéales pour pousser à un maximum de vitesse. Et donc, grâce aux mesures de pression, on a pu optimiser la combustion à l'intérieur de la chambre pour obtenir quelque chose comme la courbe verte, qui développe, alors de manière assez lente, la pression en début de balistique, c'est-à-dire tant que le projectile n'est pas parti. Et puis, une fois que le projectile part, eh bien, très rapidement, on atteint le pic de pression, c'est-à-dire que la pression est développée quand le projectile est encore proche de la chambre. Et donc, c'est là les meilleurs instants, les meilleurs moments pour le pousser, puisque c'est là qu'on va pouvoir le pousser efficacement, pas quand il est
rendu assez loin dans le tube. Et donc, toutes choses égales par ailleurs, là-dessus, on a gagné plusieurs dizaines de mètres par seconde avec le même chargement de gaz, la même chambre évidemment, le même volume, même tube. Donc, plusieurs dizaines de mètres par seconde en optimisant la dynamique de la combustion. Et donc tout ça, ça nous donne une confiance assez bonne hein, dans nos anticipations, dans notre capacité à prédire ce qui va se passer expérimentalement, qui encore une fois est assez importante du point de vue de la transition, déflagration, détonation, qui est l'accident de combustion qu'on veut éviter. Et donc ça, vous avez une courbe là par exemple de performance qui a été obtenue sur les essais qu'on a fait en 25 mm. Donc qui est un gros calibre hein, pour le démonstrateur qu'on a. Ça donne un très fort rapport de détente. Et donc là-dessus, malgré ce très fort rapport de détente, on a des très bonnes corrélations entre la performance obtenue. On a atteint 2000 mètres par seconde sur ce calibre et les essais réalisés. Donc ça nous donne une bonne confiance dans la techno H3G. Et donc je vais laisser Paul conclure et ouvrir un peu la discussion sur les applications. Oui, merci Frédéric. Donc, en conclusion de cette présentation, donc on vous a présenté le développement de cette nouvelle technologie H3G. Donc, comme vous avez pu le voir, hein, s'appuyer sur vraiment une synergie entre une partie expérimentale au laboratoire avec des essais très instrumentés et des simulations numériques par CFD qui nous ont permis à la fois de dimensionner le prototype et également d'en optimiser son fonctionnement. Voilà. Donc à l'heure actuelle, on est à des vitesses qui sont proches de 2000 mètres par seconde et on a des actions qui nous permettent de prédire avec une bonne confiance qu'on va être capable de monter à 3000 mètres par seconde pour pouvoir vraiment concurrencer les performances des lanceurs à poudre. Et bien sûr, ce développement n'aurait jamais pu être aussi rapide si on n'avait pas utilisé de capteur PCB de pression dynamique. Ça nous a permis vraiment de raccourcir les temps de développement et de pouvoir encourager cette dynamique et cet échange entre l'expérience et le calcul. Donc ça nous a permis également, ces essais nous ont permis de confirmer qu'on avait une techno qui avait une durée de vie qui était fortement améliorée. Ça a une propreté, on n'en doutait pas. Et donc on envisage vraiment de remplacer à terme les lanceurs à poudre qui sont dans des laboratoires étatiques principalement et qui subissent ces contraintes environnementales et administratives qui sont liées à l'utilisation de ces produits pyro. Donc ça va être un fort avantage pour la suite. Et aussi, on a une possibilité, on vous a parlé de lanceurs double étage tout à l'heure. Il faut savoir que les lanceurs les plus puissants dans le monde sont des lanceurs double étage à poudre, c'est-à-dire que le premier étage est un lanceur à poudre. Et donc, du coup, il est contraint par les mêmes contraintes pyrotechniques. Et donc, on pourrait envisager également à terme de remplacer ce premier étage à poudre par un premier étage H3G. Quelques petits exemples d'utilisation qu'on fait des capteurs de pression chez nous. Alors c'est pas avant, on va dire qu'avant de faire des essais de développement du prototype H3G, on avait l'habitude d'utiliser ce type de capteur PCB dans le convergent d'un lanceur double étage pour vraiment avoir une mesure in situ dans le lanceur et d'en optimiser les paramètres de tir pour pouvoir aller toujours plus vite. C'est notamment grâce à ce type de capteur qu'on a pu optimiser les performances de notre lanceur Hermès, qui est à ce jour le lanceur double étage gaz-gaz qui est le plus puissant au monde, enfin du moins le plus rapide et qui nous a permis de monter à un peu plus de 10 km par seconde. Donc ça, c'est une utilisation un peu historique des capteurs qu'on fait depuis plusieurs années. Et un peu plus récemment, ce capteur de pression, il nous a permis de développer une vanne d'isolement rapide, qui est une vanne en fait qui est visible ici sur la photo. On voit le corps de la vanne. À l'intérieur, on a une guillotine qui est poussée par un piston. Et ici, on a une petite chambre de combustion H3G. Donc là, c'est vraiment un développement qui a été fait à l'issue du prototype de lanceur. Et donc, on a une vanne propulsée par une techno H3G et qui nous permet de fermer un orifice de diamètre 25 en un temps inférieur à 3000 secondes, sachant que ce temps de 3000 secondes comprend à la fois le temps de réponse de toute l'électronique, etc., et va jusqu'à la fermeture complète de ce diamètre 25.
Donc c'est une vanne qui est très rapide. Et cette vanne, il se trouve qu'elle est utilisée actuellement sur une config d'impact hypervitesse. Alors l'impact hypervitesse, c'est des impacts qu'on reproduit dans notre laboratoire pour simuler notamment des impacts de débris spatiaux. Et donc, on a une configuration d'impact hypervitesse pour lequel on doit évaluer le seuil de réactivité d'un carburant de satellite qui s'appelle l'hydrazine. Donc, c'est un carburant qui est hautement toxique et dangereux, pour lequel il faut absolument éviter tout contact avec ce produit. Et donc, il faut éviter de polluer toute notre chambre d'impact. Et donc, on a une vanne d'isolement, c'est-à-dire que le projectile passe ici à travers la vanne. Une fois qu'il est passé, on ferme cette vanne. Et avant que ce projectile atteigne le réservoir ici qui contient l'hydrazine, la vanne est complètement fermée. Ce qui nous permet vraiment d'isoler tout ça et de protéger le reste du lanceur d'éventuelles projections d'hydrazine qui sont toxiques. Et après, on a un process qui vient nettoyer le tout. Et du coup, ce réservoir, pour évaluer le seuil de réactivité de l'hydrazine, on a des conditions initiales qui sont un peu différentes en fonction des essais. Et en haut, alors on ne le voit pas sur cette photo, mais on a un petit capteur de pression dynamique PCB qui nous permet d'enregistrer la surpression dans le gaz d'hydrazine, dans la phase gazeuse de l'hydrazine, surpression liée au phénomène d'impact hypervitesse qui arrive sur ce réservoir. Alors là, en termes de vitesse d'impact, on est autour de 6 km par seconde. Donc là, vous avez, sur cet essai, vous avez à la fois deux parties de l'essai qui contiennent des capteurs de PCB dynamiques et une qui intègre cette technologie H3G. Donc voilà, un peu, on a un certain nombre d'ouvertures et de possibilités pour promouvoir cette techno H3G. Donc la vanne rapide, c'en est un bon exemple, en plus des lanceurs. Et on a également d'autres idées qui permettraient d'utiliser cette techno qu'on vient de développer. Et encore une fois, tous ces développements, tous ces essais-là n'auraient pas été possibles si on n'avait pas pu bénéficier de l'expérience de PCB et de la qualité de leur capteur de pression. Voilà, cette petite conclusion termine cette présentation. Et si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'essayer d'y répondre. Merci Paul, merci pour cette présentation. On attend donc les premières questions. On a des premières questions. Donc, première question. Avez-vous constaté une dérive des mesures liées au vieillissement du capteur piezo dû au pic de température sur une campagne de tir successif? C'est en effet une bonne question. Non. non, on n'a pas observé de dérive particulière. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? La présentation en même temps était très claire. On va laisser quelques minutes pour les questions. En attendant, j'en profite pour raconter un petit peu la suite. Donc là, c'est le premier webinaire qu'on fait en collaboration avec un client, puisque l'objectif cette année, c'est vraiment de commencer à présenter des cas d'application pratiques de nos capteurs. Donc, on profite des clients qui sont prêts à témoigner pour raconter comment ils ont utilisé les capteurs, dans quelles conditions et ce que ça leur a apporté. On a un prochain webinaire qui est prévu le 10 mai, si je ne me trompe pas, avec donc le CRIT Sport et Loisirs, où là, on sera plus sur des essais de chute dans le cadre de l'homologation de casques. Et on a un autre webinaire sur une autre série, pour le coup, qui concerne un autre sujet, qui est jeudi prochain, donc sur tout ce qui est numérisation de la donnée au plus proche du capteur, puisqu'on a signé un accord de partenariat avec Safran Data System très récemment pour distribuer une gamme de produits qui va permettre de numériser l'information qui sort du capteur au plus proche du capteur et ensuite fonctionner en sans fil pour toute la partie analyse. Voilà, j'en profite pour faire un petit instant publicité. Et je laisse la partie pour les questions. Donc, la question est est-ce que vous avez une protection thermique devant la membrane du capteur? Alors, nous, on ne rajoute rien par rapport au capteur qu'on reçoit de chez PCB, parce qu'il est déjà, alors je parle sous contrôle de Luc, mais il est déjà prévu pour être exposé à cette gamme de température et de pression.
Donc, on n'a pas jugé nécessaire d'ajouter quelque chose. Je ne sais pas si, Luc, vous pouvez préciser ou pas. Par rapport à la protection de la membrane, encore une fois, généralement, on en a besoin quand il y a des projections de matériaux en fusion ou d'épaule. Ce qu'on expliquait, c'est que le fait de travailler avec un capteur en acier inoxydable le rend déjà compatible avec pratiquement tous les types de médias. Dans le cas du H3G, c'est propre. Encore une fois, il n'y a pas de propergol. On pourrait avoir, par exemple, des projections de matière très haute qui viendraient s'agglutiner et détériorer à terme la membrane affleurante du capteur. Dans ces cas-là, on utilise quelques gels qui vont permettre de refroidir suffisamment ou d'éviter que ce soit à même la membrane. Mais voilà, le capteur tel que vous l'aviez montré sur la diapo, il avait déjà un retrait qui lui évitait d'avoir un quelconque impact de produit. C'est une solution qui est aussi utilisée, à savoir par contre, plus il y a de volume mort entre le phénomène d'explosion et la membrane du capteur, plus on risque en fait d'avoir un temps de retard de la réaction du capteur par rapport au phénomène. J'espère que cette réponse convient. Alors, attendez, j'ai un autre élément sensible. L'élément sensible, il est derrière la membrane, c'est le cristal. Donc, a priori, ça répond bien à la question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà. Il y a d'autres questions, effectivement. Quelle est la fréquence la plus basse mesurable par le capteur? Alors, dans le cas des capteurs piézoélectriques, déjà le continu est à proscrire. C'est à l'inverse l'un des avantages du piézoélectrique, c'est-à-dire qu'on est capable de mesurer sur des variations de pression sur une valeur importante. C'est-à-dire que même si la valeur est importante, le piézoélectrique se remettra à zéro et attendra en fait une variation de contrainte pour délivrer un signal. À l'inverse, ils sont vraiment dédiés à des applications dynamiques. Donc il faut une sollicitation qui soit supérieure, pour être vraiment propre, une sollicitation qui soit supérieure, je dirais, à 5 ou 10 Hz. Ça dépend aussi beaucoup, dans le cas de cette application-là, on travaille avec des capteurs qui sont en sortie charge. L'électronique de conditionnement associée a aussi sa contrainte RC qui déterminera une valeur de constante de temps dont il faut pas s'affranchir, mais plutôt qu'il faut prendre en compte. C'est pas du tout fait pour de la très basse fréquence. Merci Luc. On a une autre question. Comment s'est passé l'interfaçage entre le capteur PCB et le reste de la chaîne de mesure? Oui. Alors très simplement, hein, ce que nous donne le capteur à l'issue du conditionneur, c'est vraiment une tension, et on a juste une sensibilité à rentrer nous en millivolts par bar sur notre système de VSoft, ce qui nous permet de calculer, de mesurer, d'avoir directement accès à la mesure de pression. Le câble reliant le capteur de pression au système de convertisseur de charge étant un câble faible bruit, puisqu'on est en sortie charge ici. Donc il ne faut pas qu'il y ait de mouvement. Il doit être suffisamment soit rigide ou insensible en fait à des vibrations qui pourraient venir se mettre en supplément de la valeur de mesurée de pression. Quand on a des merci, ça veut dire qu'on a des réponses qui sont satisfaisantes. Exactement, oui. Y a-t-il d'autres questions avant qu'on clôture ce webinaire? Pour l'instant, pas d'autres questions. Moi, je tenais aussi à remercier effectivement
Frédéric et Paul de Tuyau Générique ont pris le temps d'exposer, de nous expliquer, de montrer vraiment comment ils avaient travaillé avec nos capteurs pour optimiser leur développement. Donc, merci à vous pour ce témoignage. Merci à vous. Oui, merci également à PCB. Comme je l'ai dit en conclusion, hein, nous, on a sans vos produits, ce projet aurait été ce développement aurait été beaucoup plus compliqué. Donc, on a pu bénéficier de l'expertise de PCB, voilà, pour nous conseiller sur les capteurs, sur la chaîne de mesure, et après, on a pu vraiment exploiter pleinement cette mesure pour pouvoir faire notre développement. Donc, c'était vraiment une super collaboration. Merci. S'il y a d'autres personnes parmi qui assistent au webinaire qui ont envie de témoigner avec nous, justement, de nous raconter comment ils utilisent les capteurs, on est vraiment, on est très ouvert à ça. On est demandeur même, je dirais. Parce que l'idée, c'est vraiment de savoir ce qui se passe une fois qu'on a vendu les capteurs et de raconter toutes ces histoires-là. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes prêt à nous raconter et faire un petit témoignage sur ce que vous faites avec les capteurs de chez PCB. Excusez-moi. Je voulais juste rajouter un petit mot. Nous aussi, côté Thio, on fait des webinaires assez régulièrement. Alors, soit pour présenter des nouvelles technos, soit pour présenter des projets liés à la caractérisation de matériaux, à la fois sur les aspects expérimentaux et numériques. Donc, restez connectés et on essaiera de diffuser très largement pour pouvoir faire en sorte que vous soyez au courant dès qu'il y a un webinaire qui sortira. On essaye d'en faire un tous les 2 mois à peu près. Et à l'issue de ce webinaire, donc, on va vous envoyer la présentation qui a été faite. Vous aurez aussi un lien vers le replay. Si vous avez des questions concernant vraiment la partie capteur, n'hésitez pas à nous recontacter. Donc là, il y a les coordonnées qui sont affichées sur la présentation. Si vous avez des questions sur la partie lanceur, si vous avez des essais à faire sur des lanceurs, n'hésitez pas à contacter Tuyau Ingénierie pour le coup. Donc vous allez également les coordonnées. Donc merci à tous. Merci. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Et pour ceux qui sont inscrits, on se retrouve la semaine prochaine pour le webinaire en collaboration avec Safran Data System pour vous présenter notre nouveau partenariat pour le système de numérisation de chaînes de mesure. Au revoir à tous. À bientôt. Au revoir, bonne journée.